Hop. Tout plus souriant. Ouais, on va essayer parce que wow, aujourd'hui ça a été dur. Ça a été dur. Donc pour vous dire là tout de suite, on est à convention. Ouais. Contrairement à nos habitudes. Enfin, quelle habitude? D'habitude, justement, on change tout le temps. Non, on est entre Montparnasse et Châtelet. Ouais, voilà. Mais là, on est parti jusqu'à convention parce que monsieur était en retard. Et que monsieur a acheté des places de cinéma qui finalement, quand je suis arrivé, n'étaient plus valables vu que j'étais en retard. Aujourd'hui, on paye une fortune. Voilà. Et tout ça pourquoi? Les visiteurs, la Révolution. Est-ce que ça valait bien le coup? J'ai même pas envie de faire l'addition parce que on a dépensé quand même 4 places pour ce truc-là. Hein. C'est pas rien. La salle était pas comble, hein, par contre. Après, c'est Gaumont Convention. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça. Mais même au Gaumont-Parnasse, il restait vachement de place. Donc pas sûr qu'ils fassent un tabac, les visiteurs. Ça va pas faire un bienvenue chez les ch'tis. Et puis de ce que j'entendais, des gens qui sortaient de la salle, ils étaient pas très contents. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je sais pas, c'était nul ou un truc encore. Ouais, genre il y a rien à retenir. J'entendais. Grosse déception. Ouais, grosse déception. Ouais. Donc du coup, notre travail ce soir est de vous dire pourquoi c'est un... Pourquoi les visiteurs Est-ce qu'il faut les voir ou pas? Voilà. Pourquoi? Donc on va tâcher de faire ça. Donc on va parler de l'histoire. C'est l'histoire de... En fait, ça reprend exactement là où les Visiteurs 2 s'étaient arrêtés. C'est-à-dire que c'était le petit gag de fin de film qui montre que la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pas sortis d'affaires. Il y a encore eu une merde. Et ils se retrouvent à l'époque de la Révolution. Et dans le cadre des Visiteurs 2, ça faisait un bon gag de fin de film. Parce que tu te disais, ah là là, et c'est reparti pour un tour. Sauf que bon, l'histoire continue et 10 ans après, je crois, non, plus, 15 ans après. 15 ans après, l'histoire continue et on est à la Révolution. Alors t'as un petit carton façon Star Wars. C'est vrai, et ça c'est pétillant un peu. Mais je pense que c'était une référence, je pense que c'était juste une blague. Ouais, en plus, le délire c'est qu'à ce moment-là, il y a de la musique pendant tout le début. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Et en plein milieu du carton, ça se coupe net. T'as une grosse pause très chelou. Voilà. Et il y a plus de musique. Et d'un coup, on entend du vent. Ouais. Et après, ils essayent, ça je trouvais ça sympa et cohérent, qu'ils justifient pourquoi Jean Reno et Christian Clavier et Garcivieux, c'est qu'à traverser les couloirs du temps, tu vieillis bizarrement. Alors au début, je me suis dit que ça allait être bancal en soi, puis finalement bon. Ouais, non, franchement, pourquoi pas voilà. Pourquoi pas. Si tu les regardais les trois d'affilée et qu'on te sortait cette justification, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça passe. Même si t'es pas crédule, tu vois bien que même dans l'image, il y a une différence significative entre quoi, les années 80, non 2000, c'était juste avant, je crois que c'était 99 les Visiteurs 2, pas sûr. Bah, c'est le genre d'erreur qu'on va nous faire remarquer. Mais voilà. Enfin, tout ça pour dire que l'histoire, c'est Jacouille et Montmirail qui se retrouvent à la période de la Révolution, qui sont jugés devant la cour parce qu'ils sont traités de sorcellerie avec des artefacts qu'ils ont ramenés de... Pas traités de sorcellerie réellement, c'est juste qu'il y en a un qui a une veste anglaise en fait. Ouais. Et donc ils sont traités d'espionnage, voilà. C'est des espions anglais. Ils auraient des objets d'ingénierie. Ouais, parce qu'ils ramènent une bombe de lac de Franck Provost et il s'avère que c'est écrit en anglais dessus alors que voilà, on sait ce que c'est. Ils ont ramené un briquet aussi, qu'on peut appeler automatique pour l'époque, qui est un briquet normal pour nous maintenant. Et ce qui fait que voilà, ils considèrent que ils l'imaginent comme un artificier qui est là pour commettre un attentat dans la capitale. Donc ça commence comme ça, ils sont foutus au cachot, c'est la Révolution, c'est Robespierre. Donc Robespierre, le concept c'est qu'il décapitait les aristos et les nobles. Les nobles ou les aristos, c'est la même chose? Ouais. Oui. On va dire ça. On est à deux. Il y a bien un mec dans un commentaire. Voilà, pareil. Mais non. On est des bites en histoire. C'est con. Je pense qu'ils avaient remarqué. Oh putain, ouais, mais... on aurait peut-être dû se renseigner. En plus, j'y pensais dans la journée, je me disais, putain, faudrait peut-être que je fasse péter Wikipédia sur Robespierre un coup, parce que je voyais le synopsis du film, et j'y connais rien. Bon, voilà, Robespierre, il bute des aristos, et donc, comme ils sont
comme Jean Reno et Christian Clavier sont considérés comme des espions, slash aristo, traîtres en tout cas, ils sont au cachot aussi. Et ils s'apprêtent à se faire décapiter quand tout d'un coup, Montmirail saisit une opportunité de s'évader avec Jacouille et... Comment il s'appelle cet acteur? L'autre gars. Je l'ai vu dans 2-3 bricoles. C'est le présentateur télé, je crois, dans Fatal. Ouais, peut-être. Il me semble. Et il est marrant. Mais il est pas très marrant là-dedans. Mais en général, il est marrant. Bah, il a pas beaucoup de lignes de dialogue. Pas beaucoup de lignes, pas beaucoup d'intérêt narratif en général. C'est vraiment le stalker. Et... C'est vrai qu'il est même pas vraiment là. À un moment donné, justement, quand ils arrivent au château. C'est ça. Parce que du coup, les trois arrivent au château de Montmirail c'est là où ça devient compliqué parce que l'histoire est un petit peu tordue. Ok, tu vas au château de Montmirail pour réunir ta soldatesque. Mais en gros, lui, on va dire, Montmirail, il le prend comme on va remonter vers Paris, on va reprendre le pouvoir et en fait, à ce moment, quand ils arrivent au château, à ce moment-là, sa famille, ses petits-enfants, s'apprêtent à se casser. Ouais, parce que le château va être pris par Ignace, le petit-fils, le petit fillot de Jacouille, qui est un des meneurs de la Révolution auprès de Robespierre. En fait, c'est un dénonciateur, c'est ça qu'ils appellent ça. Un dénonciateur, sur Et en gros, c'est plus ou moins le mec qui s'occupe de toute la délation. Et qui en profite pour s'en foutre plein les fouilles. Au départ, non. Enfin, au départ, si, on a l'impression. Puis après, quand il parle avec Jacouille, en fait, on dirait que non. Enfin, globalement, si, parce qu'il arrive au château, il est en mode on va profiter des grandes chambres. On parle de la critique sociale ou de notre avis d'abord du coup? Parce qu'on était sur la critique sociale. Oui, voilà. C'est vrai que là pour le coup, parlons de la critique sociale. On peut parler de ça dans le sens où effectivement le film est pas mal orienté là-dessus justement en fait. J'ai l'impression. Oui. Un peu comme les deux premiers visiteurs, il y a de ça quelque part. Mais c'est plus facile, c'est plus identifiable dans les deux premiers visiteurs parce que ça se passe à notre époque. C'est là où c'est plus bancal avec la Révolution, c'est que tu t'identifies pas à tous les problèmes de tous ces personnages. Tu as plus l'impression d'avoir une hypothèse slash science-fiction, comment on dit, une dystopie presque. Comment ça se passerait si tu avais des gars du Moyen-Âge qui rencontraient des gars de la Révolution. Par ailleurs, ça je trouve pas ça très exploité parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Surtout que finalement, Montmirail, il parle pas tant que ça en fait, dans le film. On lui fait remarquer d'ailleurs à plusieurs instances, il parle pas. C'est comme si, alors c'est à la fois intelligent et un peu con parce que du coup il ferme sa gueule et c'est con. Mais en même temps, Montmirail, après les deux premiers visiteurs, et il se retrouve dans ce milieu qu'il connaît encore moins que les temps modernes. Du coup, il ferme sa gueule. Voilà. Et c'est pas con. Contrairement à Jacouille, il se rend compte plus ou moins de trucs. Et on va dire, il la joue plus fine à ce moment-là, en fait. Il commence à beaucoup comprendre plus fine, le bordel, en fait. Mais du coup, on s'emmerde parce que le film, il est rythmé vaguement par ce François vulgarisé qui faisait le sel des deux premiers visiteurs. Mais là, à répétition, quoi. Et puis à grands coups d'écho des deux premiers avec de la merdasse. Et on lui pèlera le jonc. Il n'y a que des callbacks, des répliques qu'on a tous retenues des deux premiers. C'est ce que j'avais peur qui arrive, en fait, finalement. Bah ouais. C'est ce qu'on ressentait un peu dans la bande-annonce. Et on le ressent dans le film. T'as plus envie de voir les deux premiers visiteurs quand tu regardes les visiteurs à la Révolution. Surtout qu'il est long, quoi. Ça fait 1h50 et il y a eu facilement une demi-heure que tu peux couper là-dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, moi personnellement, il n'est pas aussi raté que ce que je pensais qu'il allait être. Alors moi, pareil. Plus raté en fait. Finalement, tu te marres quand même en fait. On a entendu des gens rouspéter en sortant de la salle. Personnellement, je sais pas si c'est la fatigue, mais je l'ai pas mal pris, je l'ai pas bien pris non plus. Je me suis pas senti énervé comme la semaine dernière avec Kung Fu Panda 3. Je me suis pas senti vide de sens comme avec Batman vs Superman. Non, on s'est pas pris une gentille petite claque comme 10 Cloverfield Lane. On est vraiment dans le film qui se regarde globalement
assez agréablement. Ouais, on va dire ça. C'est vrai que c'est plus ou moins bon. Une fois que t'as posé ton cerveau, bon, ça va. Quoi. Bon, j'exagère. Poser son cerveau en même temps, il faut être un petit peu présent dans cette fameuse critique sociale parce qu'elle est chelou cette critique. Après, encore une fois, voilà, je suis une bite en histoire, donc je sais pas trop où tu veux en venir, parce que j'ai vu aussi des articles sur internet dans la journée qui disaient que le film était clairement une critique de Robespierre. Là-dedans, je sais pas, parce qu'il y a des éléments qui montrent qu'effectivement Robespierre est complètement tourné au ridicule, et des éléments qui montrent que t'as Jacouille qui est attiré par la Révolution, et Jacouille c'est un personnage principal auquel tu t'identifies gentiment, mais bon, tu te projettes avec Jacouille, parce que c'est un personnage que tu kiffes. Après, alors je sais pas s'il passe ça comme ça, mais pour moi c'est plus ou moins il est attiré par la révolution, mais par ce premier élan finalement. Et en fait, quand on arrive dans la situation, on est déjà dans le second élan, c'est-à-dire au moment où on va dire les bourgeois qui dominent, qui sont on va dire les chefs de la révolution, commencent à prendre place dans cette partie de pouvoir en fait. Moi je vois ça plus ou moins comme ça, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois Robespierre, il est clairement poudré comme un aveugle, il a une perruque, il y a machin, et il se comporte, enfin je veux dire, il y a c'est quoi, c'est plus ou moins comment on appelle ça, la fille en bas de l'immeuble là, c'est là. La concierge. La concierge, elle est malmenée au même stade qu'elle avait dû l'être avant par les nobles en fait. C'est ça. Donc je sais pas s'il y a vraiment un parti pris du coup. Non mais surtout que c'est assez marrant parce qu'elle est malmenée au moment où juste avant elle dit ça y est on est libre, c'est bien, et juste après il y a va nous chercher ça, fais ça, machin et tout. Enfin on lui donne des ordres genre gratos comme ça, et c'est assez marrant en fait, la contradiction se fait sur le moment en fait. C'est ça. Mais ouais, du coup moi ça m'a perdu dans la critique sociale parce que c'est pas clair pour moi. Ok, bon, on est de retour. On a eu un couac. La caméra était pleine à craquer de vidéos de nous. Et du coup, on a parlé pendant 10 minutes sans se rendre compte que la caméra avait lâché. En fait, on a eu une bonne journée de merde. Non, mais là, on aura tout eu. Ouais. Donc, désolé, c'est décousu. Pour le coup. Il voulait qu'on fasse des cuts. Hein. Et voilà, on a fait un cut, le premier de notre histoire. Hein. Sortez mon canard. Voilà. Pour les visiteurs. Ah vraiment putain, c'est bête parce qu'en plus on avait fait 20 minutes pile. On a fait 20 minutes, j'aurais craché. 21 et quelques. Voilà. C'était parfait en fait. Ah, c'était bon. Mais du coup on a noté ce qu'on avait dit, donc on va essayer de refaire ça le plus spontanément possible. Ce qui va pas être facile, mais bon. Donc je crois que ça a coupé au moment où j'avais peut-être commencé à parler de la nuit américaine. Donc pour refaire le brief de la nuit américaine, ce qui se passe c'est que quand t'as pas de budget, tu tournes 2 jours parce que tourner la nuit ça coûte super cher, faut éclairer, etc. Parce que tu peux pas éclairer avec la lumière naturelle que t'as la nuit. Preuve on est éclairé comme des merdes là. Et du coup ce qui se passe c'est que quand tu fais la nuit américaine, a priori tu as tendance à attendre que t'as des nuages qui arrivent pour que la lumière soit plus diffuse, plus générale. Qu'il n'y ait pas d'ombre portée. Et après tu ajoutes un filtre bleu par-dessus et puis ça fait la nuit quoi. Sauf que ce qui se passe c'est que quand tu as des lumières directionnelles qui dessinent des ombres portées bien distinctes, c'est grillé que t'es de jour et que tu as juste un filtre bleu par-dessus. Surtout quand tu as des idées de reflets sur des surfaces ou des choses dans le genre. C'est un peu exagéré. Un exemple de nuit américaine plutôt réussi, et encore parce qu'il y a des lumières directes et c'est pas diffus tout le temps, Mad Max Fury Road, avec cette grande séquence toute bleue, c'est la seule séquence bleue du film et c'est la seule séquence de nuit du film qui est très réussie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plein milieu du film, c'est la nuit, ils ont décidé que c'était la nuit, et t'as une nuit américaine absolument dégueulasse avec des couleurs complètement délavées, super chum, et qui te sort complètement du film quoi. Et donc voilà, et c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, qui a sûrement été effacé, c'est que en fait moi personnellement quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais que c'était juste le grading qui avait chié en fait dans leur truc. On définit le grading, c'est l'étalonnage des couleurs. Le grading c'est l'étalonnage des couleurs, donc c'est tout c'est le réglage après caméra, en fait c'est ce qui se passe à la fin plus ou moins, c'est on réajuste les couleurs réajuster les couleurs pour que ce soit joli.
Et moi je pensais que c'était ça qui était foiré, je sais pas, qu'il y avait une mauvaise caméra ou n'importe quoi. Et en fait non, c'était cette nuit américaine qui est effectivement bien foirée. Qui est là pendant un bon gros quart du film, et du coup moi j'arrivais même pas à me concentrer sur l'action du film parce que je me disais mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est moche. C'est sûrement parce qu'ils avaient pas de budget. Et en plus ils ont des plans ciel carrément. Oui. Pas de passage où il y a des plans, on voit le ciel juste derrière quoi, donc il n'y a pas de... c'est même pas caché quoi. Donc voilà, après, pour parler vite fait des acteurs, on avait Franck Dubosc qui était une belle surprise dans ce film. Ouais. Et, il a tendance à jouer tout le temps les mêmes rôles du gars beauf, faux charmeur, etc. Et là, il a un rôle un peu plus en subtilité, un peu plus en demi-teinte. C'est vrai qu'il est assez intéressant. Justement, il y a même pas de clin d'œil sur le personnage qu'il joue habituellement, issu du beauf, que ce soit. Pas du tout, ouais. Même quand il se tape sa meuf, là, finalement, il se comporte... Oui, en personnage, il est dans son personnage. Alors, et moi personnellement ça m'a plutôt étonné en fait, enfin ça m'a bien surpris on va dire. Je m'attendais pas à ça de Franck Dubosc. Moi j'aime beaucoup Franck Dubosc et le gars je l'ai trouvé vraiment très bien. Je suis convaincu que c'est un bon acteur en général. Moi je l'aime, enfin bon, ouais, je l'aime bien, comme j'ai dit, c'est juste. Oui, le personnage il sort par les oreilles. Non, il sort pas forcément par les oreilles. Comme Superman. Non, c'est pas comme Superman. Non, on refait les mêmes vannes qu'on a fait spontanément juste avant. Mais ça marche très bien parce que finalement c'est pas spontané donc c'est pas terrible. Mais il ne sort pas par les oreilles, c'est par les yeux, j'avais dit. Mais il don de m'agacer un petit peu quand même. Parce que je suis un mec qui aime personne, donc voilà, c'est comme ça, c'est bien. C'est expédié, c'est vrai. Et puis aussi, tu as Jean Reno qui est complètement fatigué. Et on disait que, a priori, c'était plutôt en phase avec le personnage. Je crois qu'on le disait dans les 10 premières minutes. En fait, alors en gros, ce qu'on disait, c'était qu'il y a pas mal de fois où il a un regard qui est censé avoir un regard un peu d'incompréhension. Évidemment, il est presque touchant en fait, parce qu'il n'est pas censé être, vu qu'il est censé être le hardy, un peu, voilà. Et en fait, alors moi personnellement, j'avais ce sorte d'hypothèse, comme quoi ça pouvait jouer sur le fait que voilà, à force de se retrouver baladé d'époque en époque, il se retrouve un peu désemparé. Et il décide d'être un peu plus rusé et de fermer sa gueule. C'est ça. Et clairement, oui, voilà. Donc ça peut se retranscrire là-dessus. Après, est-ce que c'est vraiment la volonté du truc ? Ah ouais, parce que du coup, notre Montmirail complètement hargneux et vulgaire qu'on avait avant, bah, on le retrouve pas, quoi. On a vaguement Jacouille qui fait le con à grosse dose de callback d'anciennes vannes des autres films. Surtout qu'il y a pas mal de passages où il est vraiment tout seul, Jacouille, en fait. Ouais, du coup on sépare pas mal Jacouille. Et on sépare pas mal Jacouille et on s'en fiche dans le contexte du film. Alors que dans les 2 premiers visiteurs, quand Jacouille était séparé de Montmirail, il y avait une tension quelque part, parce que Montmirail devait le retrouver avant qu'il fasse une connerie. Et là on se disait juste, bah, ils sont vraiment tous les deux complètement perdus dans leur merde. Et du coup on s'en fout un petit peu, quoi. Mais après il y a juste cet impact de il a balancé le pain dans les chiottes. Parce qu'il n'y a même pas réellement d'impact. Oui, mais ça n'a pas d'impact sur Montmirail, c'est surtout ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Ouais. La relation qu'il a avec Montmirail, même par ça, exemple, c'est moi, moi, quand il a acheté le peigne dans les chiottes au départ, je pensais qu'il allait avoir un vrai truc derrière. Et finalement, il y a seulement Robespierre qui dit vite fait je t'offrirai plus de cadeaux, puis tu le balances dans les chiottes à sa sœur. Ouais. C'est pas brillant. Tout ce joli petit monde se dirige gentiment de scénettes de critique sociale en critique sociale, jusqu'à un moment où Jean Reno fait un trop plein de tout ce merdier et décide qu'il est temps d'avancer avec l'histoire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que... Enfin, Jean Reno, dans le sens, il y a aussi le fait qu'ils vieillissent. Ils finissent par avoir la tronche qu'ils ont quand ils se métamorphosent. C'est ce qui provoque le shift dans l'histoire. Et du coup, ils décident d'aller trouver ce foutu enchanteur. Mais ça, par contre, pour le coup, ils prennent des trucs dans la tronche là. Alors, je trouve que c'est amené un peu en mode bon, il faut finir le film, alors genre. C'est ce que je veux dire. Genre, il faut qu'ils se dirigent vers la sortie, alors on met des gros panneaux pour qu'ils y aillent. C'est ce que je disais en fait. Pendant tout le film, t'as des scénettes sans grandes conséquences où en fait tu te sers de Jean Reno et Christian Clavier pour traverser cette critique sociale que REA avait envie de montrer et qui du coup fait moyennement mouche, surtout pour nous néophytes d'histoire. Parce que la Révolution, on ne connaît pas aussi bien que la Seconde Guerre mondiale, ça pour en arriver à la fin. C'est que
Après justement, j'aurais peut-être une supposition sur le truc, c'est que tu sais, vers la fin, ils vont voir une dame qui leur dit retournez dans votre époque, sinon ça va chier, plus ou moins. Enfin, en gros, le roi Louis VI le Gros va confisquer vos terres et les donner à je sais pas qui. Et à l'inverse, tu vois, genre, par exemple, j'aurais pas trouvé ça intéressant forcément, mais plus logique que finalement, tu sais, le futur, donc là où ils sont pendant la Révolution, se modifie en fait, tu sais, au fur et à mesure qu'ils veuillent rester dans cette période, c'est ce que je veux dire. Oui, mais là, tu parles d'un concept à la retour vers le futur. Ouais, bah. Ça a jamais vraiment été ça, les visiteurs. Oui, non, c'est vrai. Même si c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est vrai qu'ils sont retournés dans notre passé, ce qu'on considère nous comme notre passé. Et où, du coup, effectivement, ça devrait avoir une influence. Mais moi, ça me pose pas de problème parce que pour moi, c'est pas le concept. Le délire, c'est que justement, ça aurait donné une raison à Van Der Eyck de vraiment partir. Parce que tu sais, il parle de sa descendance et de ces trucs dans le genre. Et ça aurait donné une vraie raison, dans le sens où d'un coup, il se rend compte qu'en fait, comme le roi cède les terres à un autre mec, et ben les cours de l'histoire changent. Bon, alors, scientifiquement, je pense que c'est pas possible techniquement, mais on s'en fout. On est dans un film qui parle de mecs qui voyagent dans le temps d'une manière un peu foireuse. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait eu plus d'impact sur lui finalement. Il aurait été vraiment plus pressé à ce moment-là. Ouais, mais là on parle d'un film qui n'existe pas. C'est vrai. Et donc tout ça pour tout ce beau monde se dirige vers la fin et en fait le film se finit. T'as 15 minutes où en fait ils reviennent dans le passé, enfin ce qu'ils croient être dans le passé. Puis ils aperçoivent le château de Montmirail avec un drapeau rouge qui se dévoile. Et en fait, le gag, c'est qu'ils sont à la période de la Seconde Guerre mondiale, drapeau nazi. Le château de Montmirail est possédé par les nazis avec l'aide du père de Jacquard. Et d'ailleurs, tu vois un petit peu Jacquard. Moi, j'avais le secret espoir qu'il retournait dans notre année et qu'il croisait Valérie Lemercier avec un sarrasin. J'aurais trouvé ça aussi drôle. Mais j'ai beaucoup aimé qu'il retourne dans la Seconde Guerre mondiale parce que je trouve que c'est une période plus marrante où tu peux foutre les visiteurs dans cette période. Alors que la Révolution, dès le départ, même en voyant l'affiche, je me disais je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent y foutre et je vois pas trop comment nous on peut s'identifier à cette situation. La fin du 2, elle est pendant la Révolution. Voilà, ils ont fait ça. Et c'est pour ça que je disais, ça aurait peut-être été bien de faire un tiers à la Révolution et 2 tiers à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que moi personnellement, je pensais que ça allait durer plus longtemps après sur le plan de la Seconde Guerre mondiale. Et d'un côté, je me disais bon, enfin on rentre dans un truc un peu plus concret. Et d'un autre côté, je me disais putain non, encore, c'est pas fini. C'est assez marrant. À ce moment-là, j'étais un peu tiraillé sur ce truc-là. Ouais, c'est sympa le fait qu'ils arrivent là, mais le film finit là où il aurait dû quasiment commencer. Et voilà, du coup, ça nous fait les visiteurs. On est à combien ? On va s'arrêter là. Ça fait les visiteurs, la Révolution. Comme on disait, c'est pas le film le plus difficile à endurer. C'est pas le digne héritier. Même moi, j'ai aimé Les Visiteurs 2, alors que toi, t'as moins aimé. C'est même pas aussi bon que Les Visiteurs 2. C'est clairement pas aussi bon que Les Visiteurs 1. Il n'y a pas spécialement de moments qui font mouche, particulièrement, avec un bon gros passage bien culte. J'ai tout oublié du film, à part le moment de la Seconde Guerre mondiale. Et je me souviens juste que je me suis marré. Je me souviens même pas vraiment pourquoi je me suis marré en fait. Moi je me suis beaucoup marré quand il y avait un callback, genre oui, voilà, on lui pèlera le jonc. Moi, mais alors pour celui-là même pas en fait. Non ouais, c'est pas celui auquel je me suis le plus marré, mais c'est le genre de truc qui m'esquissait un sourire. Je me souviens même pas vraiment de pourquoi je me suis marré en fait. Mais je sais que je me suis marré. Oui, on n'a pas passé un mauvais moment. Voilà. Finalement, en fait, après il y a le fait que moi franchement, je m'attendais à être vraiment déçu, mais grave. Et en fait, bon, c'est passé. Voilà, c'était pas. Je suis plus contrarié pour le fait qu'on a acheté 4 places finalement. Ouais, on a jeté 4 places là-dedans, on a payé des bières très chères. Ouais. Et 23,50€. Mais voilà, sinon en soi, bon. Je dirais pas que. Putain, sérieux, la prise d'avant elle était vraiment mieux finalement. Elle était mieux, ouais. Et, non, alors ouais, je dirais pas forcément, je sais pas, faut aller le voir ou pas. TF1. Oui, tu regardes sur TF1 et c'est marrant. Oui, parce qu'il est produit par TF1. Produit, ouais, avec le joli petit logo en Dolby Atmos. Ah oui, juste un petit mot sur le Gaumont, sur le Gaumont Convention. On a trouvé une souris dedans. Ouais, il y avait pratiquement personne dans le cinéma, à part une souris qui est rentrée en même temps que nous en fait. Elle est rentrée en même temps que nous et elle s'est planquée derrière un truc. Et depuis maintenant le machin doit être infesté. Hein. C'était... Ouais, et par ailleurs aussi,
j'ai une carte Le Pass Gaumont. Et avant, on pouvait acheter des places accompagnant pass qui coûtaient moins cher que le tarif normal à la borne. Je parle d'un truc qui est parfaitement normal. Hein. Je vais acheter la place accompagnant pass à la borne. On est arrivé bredouille, brodine comme ils disent dans Personnage, devant la caissière en mode une place accompagnant. Ah bah je peux pas, on les donne plus comme ça, il faut forcément les commander sur internet. Et ça justement, est-ce qu'on l'a dit qu'il y avait des membres du casting d'Astier dans le... Est-ce qu'on l'a oublié ou pas? On n'a plus le temps d'en parler, donc ouais il y a les membres du casting d'Astier sont partis. Et c'était rigolo de les voir et on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, mais c'était marrant de les voir. Très rapidement. Donc Gaumont Convention, très grande salle, très confortable, ça sent la moquette, c'est tout nouveau, c'est chouette. Il y a une souris qui vient de se... Si vous la trouvez, vous gagnez des points. Ouais, c'est ça. Non, très bien, très bien. Et puis ça ressemble à Beaubourg, c'est joli. Nickel. Dolby Atmos, t'as Pamela Anderson qui te chuchote aux oreilles. Elle dit qu'elle est tout autour de toi. T'es dans Pamela Anderson. Voilà, c'est une private joke. Voilà. On va pas vous emmerder plus longtemps. Les Visiteurs 3 sur TF1, lundi 20h50 en 2017. Si t'as dit le fait qu'il fallait que t'achètes les places par téléphone maintenant. Oui, voilà, du coup on est obligé d'acheter les places par téléphone. On était un peu vite. C'est histoire de... Ouais, on va être à 25 minutes du coup. On fait une maison. Là, c'est pas de notre faute, elle a coupé en plein milieu. On a essayé de reprendre là où on était avant. Désolé. C'est vrai. Arrête. On sait pas où on en est.